Par ailleurs également, nous avons la joie de vous annoncer que la publication qui va être présentée aujourd'hui est disponible sur les sites du BCG et de PE. Donc pour la suite du webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation, et il y aura une séance de questions et réponses à la fin de la présentation. Et pour ce qui est de la présentation aujourd'hui, nous allons avoir deux parties. Donc une première partie qui sera la présentation de l'étude. Nous aurons l'intervention de Emmanuel Nazarenko et Julie Dolé du BCG, donc qui ont réalisé l'étude en partenariat avec BCG, et également un mot d'introduction par Claire Tutenui, la déléguée générale de PE. Et cette présentation sera ensuite suivie par deux témoignages d'entreprises, Jean-François Clavière d'Imerist et Sébastien Soleil de BNP Paribas. Claire, c'est à toi. Merci beaucoup, David, et c'est un très grand plaisir de voir le nombre de participants à ce webinaire qui augmente de seconde en seconde. La transition écologique était quelque chose d'important que PE connaissait. Alors, David, c'est toi qui passes les charts, je pense. Donc voilà, les membres de PE, vous les connaissez, c'est une cinquantaine de grandes entreprises de tous les secteurs de l'économie qui travaillent ensemble pour mieux intégrer l'environnement dans leurs stratégies et leurs opérations, voire même aujourd'hui pour faire de l'environnement un des moteurs de leur stratégie et de leur développement. Le sujet du climat est un sujet ancien et vous avez sans doute vu l'année dernière l'étude ZEN 2050 qui expliquait comment, qui montrait, explorer et imaginer une France neutre en carbone en 2050 et qui montrait comment on peut imaginer cette transition de façon très concrète. Et les entreprises de PE étaient pour beaucoup d'entre elles déjà très engagées dans une transition stratégique pour aller dans cette direction. Le mouvement a été lancé et puis la crise du Covid est arrivée et il y a une question qui s'est immédiatement posée et qui est que va faire la crise à cette transition écologique et climatique bien engagée, avec une très grande inquiétude parce qu'il y avait le souvenir de la crise de 2008-2009 dans laquelle la relance est passée avant. C'est-à-dire qu'en 2009, il y avait aussi eu le Grenelle de l'environnement, mais la crise a finalement repoussé la transition écologique. On a dit on va faire d'abord la relance et ensuite on verra. Et le résultat, c'est qu'on a pris plusieurs années de retard. On n'a plus ce luxe aujourd'hui quand on voit l'urgence climatique s'aggraver. Et donc les membres de PE ont, dès le début du confinement, travaillé ensemble et comme vous l'avez vu, publié une tribune de 93 dirigeants, donc les membres de PE presque tous, mais également de très nombreuses autres entreprises de France Industrie et de la FEP, pour dire mettons l'environnement au cœur de la relance, et la justice sociale d'ailleurs, au cœur de la relance. Mais durant ce travail collectif de préparation de la tribune, la question s'est aussi posée non seulement de parler au gouvernement, au pouvoir public, mais aussi de comment les entreprises en interne allaient vivre ce Covid et articuler à la fois les exigences de sortie de la crise de Covid, la résilience, avec ce verdissement qui devait continuer. Et c'est à ce moment-là que le BCG, dans ces conversations, que le BCG a proposé, et on l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, de faire une étude pour aller explorer cette articulation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va peut-être passer le chart d'après, c'est que la crise du Covid, donc les crises sanitaires, étaient une crise qui était perçue, mais qui était perçue, voilà, on était dans une ambiance, c'est un chart qui a été présenté à Davos en janvier, donc on voyait que les risques environnementaux étaient perçus comme très importants et très probables, donc les risques dans le rond rouge, c'est les grands risques environnementaux. La crise du Covid, elle est aussi sur ce schéma-là, c'est les maladies infectieuses, et on voit qu'elle était considérée comme tout aussi grave, très grave, mais pas très probable. Et donc, ce qu'on peut, voilà, quand le Covid est arrivé, les entreprises ont réalisé la matérialité des risques extra-financiers. Ce n'est pas des risques théoriques qui vont arriver avec des inondations dans des pays lointains, c'est des choses qui vont arriver à tout le monde et qui sont graves et qui sont massives, comme on le voit avec le Covid, qui n'est pas le pire. Donc, ça a effectivement posé une énorme question de résilience. C'est comment d'abord on se prépare et comment on va faire de la résilience, comment on va sortir de cette crise pour être préparé aux suivantes.
et les suivants ne sont pas forcément du Covid. Donc, d'où l'intérêt de cette réflexion collective qui a été prolongée par une quarantaine d'entretiens et que le EBE et le BCG, et surtout les équipes du BCG, ensuite synthétisé. Et donc, je fais un grand merci à eux tous, notamment Michel Fredo, qui est l'expert climat du BCG, donc qui a apporté cette compétence sur l'articulation des questions de résilience avec les questions de transition climatique. Et puis, merci donc à Emmanuel, à qui je vais maintenant passer la parole pour présenter justement ces entretiens et les premières conclusions qu'on en a tirées. Emmanuel. Merci beaucoup, Claire. Vous m'entendez? Tout à fait. Merci beaucoup, Claire, pour l'accueil chaleureux et la mise en perspective de l'étude. Pour ceux qui n'en seraient pas familiers, donc BCG, nous sommes un cabinet en stratégie mondiale présent partout dans le monde, près d'une centaine d'implantations maintenant, et nous sommes 1000 à Paris. On intervient auprès de la plupart des grandes entreprises, à la fois françaises mais aussi internationales, dans le monde entier, pays développés comme pays émergents, également pour les pouvoirs publics, donc ce qui donne une perspective assez large. Et nous avons une practice sustainability que Michel Fredo dirige au plan mondial et dont Julie et moi faisons partie. Page suivante. Donc, moi, je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement l'ensemble des entreprises qui nous ont ouvert les portes pour cette étude. Donc, une quarantaine d'entreprises avec plus de 40 entretiens, puisque nous avons interagi d'une part et comme porte d'entrée avec les Sherpas, donc les représentants des entreprises auprès de PE, mais également avec d'autres participants, les membres du COMEX, directeurs de la stratégie, directeurs des opérations, directeurs industriels, PDG dans certains cas, et en couvrant, comme vous pouvez le voir ici, l'ensemble des secteurs d'activité, ce qui nous permet aussi d'avoir une perspective parfois un petit peu démoyennisée sur les différents secteurs et les différentes situations. Donc, ce que je vous propose, et on va le faire à deux voix avec Julie, c'est de passer à travers les grands axes et les principaux enseignements de cette étude, donc, qui nous a occupés du mois de mars au début du mois de juin de cette année. Parfait. Merci Emmanuel. Du coup, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous les enseignements un peu généraux, la remise en contexte qu'on a eue lors de ces 40 entretiens. Pour rappel, ces entretiens ont été menés entre avril et mai, donc nous étions tous confinés au moment où ça a eu lieu, ce qui donne un peu d'éléments de contexte. Donc, la première chose qui est ressortie de manière absolument unanime de nos entretiens, c'est que c'était une crise avec un impact majeur. On ne l'estimait pas encore l'ampleur et c'était un peu grossissant de jour en jour. Et le point qui était important par rapport à ça, c'est la notion d'issue incertaine, c'est-à-dire que on avait cette idée de on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer et c'est une crise, mais on peut aussi parler de crise avec des répliques ou des répétitions et on se prépare à être dans un environnement où on se dit que demain ne sera pas forcément comme hier et que ça peut créer un nouveau normal, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti de manière assez forte de nos entretiens avec cette quarantaine d'entreprises d'un point de vue global. Maintenant, quand on commence à rentrer un petit peu sur les enseignements globaux, sur les enjeux sustainability, comme on peut les appeler, les enjeux durables, la première chose qui est ressortie de manière très forte, c'est l'interconnexion de l'ensemble des piliers de l'ESG aujourd'hui et leur matérialité aux trois. C'est-à-dire que bien évidemment, le premier enseignement de cette crise du Covid, c'est l'importance du pilier social et sanitaire, naturellement pour les entreprises, avec le nombre d'emplois menacés qui a augmenté un petit peu de jour en jour pendant cette période, les enjeux de préoccupation sanitaire pour garantir des conditions de travail responsables aux salariés. Mais on a aussi très vite et beaucoup entendu pendant notre étude le lien entre l'environnement et le social, puisqu'on sait maintenant le lien entre la dégradation de la biodiversité et la cause donc de cette crise du Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui a été perçu, intégré par les entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi l'impact que cette crise a eu sur l'environnement, avec à très court terme une baisse des émissions en 2020 due au ralentissement de l'activité, mais sur le plus long terme, des questions, c'est ce qu'on va adresser ensuite sur les perspectives des politiques environnementales des entreprises. Et un dernier lien avec le pilier G de l'ESG, la gouvernance, à savoir que
on a une attente croissante de la part de l'ensemble des parties prenantes externes à l'entreprise pour de la transparence, pas uniquement sur des engagements, mais sur des actions. Et quand je dis l'ensemble des parties prenantes, on pense à l'État, aux consommateurs, aux investisseurs. Donc, on se rend bien compte que cette crise, pour l'ensemble des entreprises, elle révèle l'importance et la matérialité, des trois piliers de l'ESG dans le quotidien et dans la stratégie vraiment de ces entreprises. Ça, c'est la première chose. Le deuxième enseignement un petit peu général, c'est qu'il y avait une inquiétude qui a été partagée par de nombreuses entreprises, si on passe sur la slide suivante, sur quel va être l'impact de cette crise sur les dynamiques vertes qui sont engagées. On a vu au cours des dernières années des engagements croissants et des politiques de plus en plus concrètes dans de nombreuses entreprises, mais à très court terme, on a entendu certaines entreprises nous dire on a cette inquiétude que dans un contexte économique qui va être très dur, on sous-pondère un petit peu les enjeux environnementaux à très court terme au profit, entre guillemets, des enjeux économiques et sociaux. Donc, on a eu quelques personnes qui nous ont dit que la priorité, c'était de faire repartir l'activité, qu'il y avait un risque de reporter quelques investissements. Alors, ce n'était pas des investissements verts en particulier, c'est même plutôt ceux qu'on a essayé de préserver, mais en tout cas des capacités d'investissement un petit peu moindres à court terme qui pouvaient se traduire par un report un petit peu des actions très court terme sur l'environnement. Donc, il y avait cette inquiétude-là. Et en même temps, il y avait des signaux plus positifs, c'est-à-dire qu'on a vu dans l'ensemble des entreprises dès le mois d'avril et le mois de mai que les réflexions sur la reprise, la relance et la gestion de la crise intégraient les enjeux ESG au plus haut niveau dans les entreprises et étaient menées au niveau des comités de direction. C'est-à-dire que vraiment, c'était à l'agenda. Et donc, on était dans une logique de j'élabore une feuille de route pour une sortie de crise sur le long terme qui doit tenir compte de ces enjeux ESG et la relance doit être verte. Donc, on a un mélange de signaux entre des inquiétudes sur le court terme, mais en tout cas, une prise de conscience que sur le long terme, ça doit être environnemental. Ça, c'est pour les enseignements généraux et on va peut-être après descendre dans le détail des impacts pour les 4 volets un peu concrets des entreprises. Emmanuel, tu es en mute, pardon. Pardon. Effectivement, donc on a réalisé l'étude à un moment qui était vraiment au plus fort du confinement. Et on a bien vu donc la crise activait finalement un certain nombre de choses pour l'entreprise, à la fois pour elle-même en interne et puis pour tout son environnement, tout son jeu de parties prenantes, avec à la fois des évolutions de court terme et des enjeux de moyen terme. Donc, si on les balaye dans l'ordre, on a d'abord le plus évident qui était tout ce qui se passait sur le plan opérationnel, avec dans l'immédiat toutes les mesures d'urgence, d'adaptation qui étaient prises, qui étaient en cours, mais aussi des premières réflexions sur tous les leviers futurs qu'il faudrait activer pour avoir une maximisation de la résilience dans le futur par rapport aux risques en cours, mais aussi par rapport à l'ensemble des autres risques qui sont ceux que Claire mettait en avant dans son introduction. Le deuxième volet, c'est le volet financier. Le volet financier, on l'a touché par 2 angles. Un angle qui est d'une part qu'il y a des institutions financières qui sont membres de PE et donc qui s'exprimaient en tant qu'institution financière et pouvaient parler quelque part également en tant qu'investisseurs ou avec une bonne connaissance du monde des investisseurs, et puis d'autre part la perception des entreprises elles-mêmes par rapport à la manière dont leurs financeurs et leurs investisseurs pouvaient réagir par rapport à cette crise. Et on a vu autour de ça, on va revenir sur ces 4 différents axes, vraiment se confirmer la pertinence des standards ESG et une attention qui pense à être une attention très accrue à la gestion des risques extra-financiers dans le futur. Le troisième volet, c'est un volet plus sociétal, autour de tous les bouleversements qui se passaient dans l'environnement de l'entreprise, et plus l'environnement de ses clients, de ses parties prenantes internes, les salariés, et également des autres éléments d'environnement sociétaux, évidemment l'État, les pouvoirs publics, mais aussi les ONG, etc., avec un renforcement très net des attentes auprès des entreprises. Et tout ça débouchant sur un volet stratégique qui finalement est le questionnement des entreprises autour de
Est-ce que cette crise va nous donner une opportunité d'accélérer nos transformations vers plus de soutenabilité, ou est-ce que, au contraire, ça risque, comme c'était le cas en 2008, de mettre un coup d'arrêt ou un coup de frein? Et ici, on le verra, mais on pense qu'on est à un moment dans lequel il y a vraiment une opportunité d'accélérer les choses, et on a vu un momentum intéressant. Pour la page suivante, je vais démarrer sur peut-être approfondir un petit peu l'aspect de volet opérationnel. Bon, sur le volet opérationnel, on a vu on peut le segmenter en 4 aspects. D'une part, il y a l'aspect qui tombe sous le sens, hein, celui du volet industriel. Donc, l'aspect très concret des chaînes de valeur des entreprises, donc caractérisé au moment où la crise arrive par des interdépendances extrêmement fortes, des flux internationaux très nombreux et parfois très tendus, donc avec une certaine vulnérabilité qui a impacté les approvisionnements, qui a impacté la production, qui a impacté la distribution, et même jusqu'au recyclage, l'aval des chaînes. Donc avec une question de comment rendre ces chaînes de valeur plus résistantes, à la fois dans le très court terme et puis évidemment dans les développements futurs. Le deuxième volet, c'est celui qui est un peu plus, je dirais, soft, qui est l'adaptation des modes de travail, autour de modes de travail plus digitaux. On a vu pendant la période, évidemment, se mettre en place du jour au lendemain massivement le télétravail, mais aussi massivement toute la réduction des déplacements d'affaires qui parfois étaient, c'est pas juste pour s'amuser, mais c'est pour soutenir les opérations quotidiennes de l'entreprise, et il a fallu d'un coup s'adapter. Et on voit aujourd'hui, quand on interroge nos clients, que c'est une interrogation qu'on a faite au niveau européen, on a aujourd'hui 80% des entreprises qui disent que d'une certaine manière, elles pérenniseront le télétravail après la crise. Donc 80%, c'est beaucoup. Et en parallèle, 40% qui pensent modifier de façon sensible leur politique de déplacement après la crise. Et donc ça va entraîner une révision assez profonde des façons de travailler et des modalités d'intervention et des modalités de fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise. C'est une transformation extrêmement profonde et qu'il ne faut pas négliger, qui vont se dérouler sur les années qui viennent. Un autre aspect qui nous a paru assez frappant, c'est que au-delà de ces 2 premiers aspects qui sont vraiment liés à l'interne de l'entreprise, on a vu aussi des entreprises qui, tout d'un coup, prenaient conscience d'un besoin très fort de coordination en amont, en aval, avec leurs partenaires, parce qu'il fallait gérer de la rareté, parce qu'il fallait se coordonner sur des livraisons, sur des optimisations. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui disent ça a été indispensable et ça le reste de mieux communiquer avec notre amont, notre aval, notre environnement dans le cadre de cette crise-là, et que là encore, près de la moitié des entreprises ont prévu de soutenir d'une manière ou d'une autre leur amont ou leur aval dans le cadre de la crise et de ses suites. Et puis évidemment, on a vu pas mal d'innovations, on a vu des entreprises qui se mettaient à faire des choses qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire, des groupements d'entreprises qui se mettaient à faire des respirateurs, des PME qui se mettaient à faire des masques, des vêtements, etc. Et tout ça a montré une capacité des entreprises de réagir finalement et d'être très adaptables. C'est un enseignement qui nous a paru important pour l'avenir. On passe à la page suivante. Merci. Et puisque on a vu que finalement, quand on approfondissait avec les entreprises autour de ces facteurs de résilience, ça se segmentait autour d'un certain nombre de facteurs qui étaient ou qui n'étaient pas présents au moment de la crise, mais pour lesquels les entreprises nous disaient va falloir qu'on y travaille sérieusement. Et aujourd'hui, on voit clairement une dynamique qui est que les entreprises vont se mettre à travailler sur ces sujets. Donc, en gros, 3 blocs, un bloc de modularité, d'adaptabilité, de capacité de réagir vite. Donc là-dedans, il y a du hard, le groupement d'un certain nombre de partenaires ou de fournisseurs plus proches de sites de production, la diversification de canaux industriels, mais aussi des aspects plus soft,
le fait que certaines entreprises avaient des centres de distribution, avaient des centres de décision locaux, leur a paru extrêmement facilitant pour la résilience et pour l'adaptabilité par rapport à des entreprises qui pouvaient être plus centralisées avec un peu des goulots d'étranglement sur la décision. Même chose sur un niveau de pré-digitalisation des fonctions tertiaires. Ce n'est pas que les fonctions support, mais c'est aussi l'ingénierie, le support opérationnel qui rendait beaucoup plus facile l'adaptation. Évidemment, après, des aspects d'anticipation, de planification, de précaution qui sont importants dans l'élaboration de scénarios, dans une culture de sécurité, culture d'hygiène, et puis des aspects, comme je le disais juste avant, de communication, de transparence, beaucoup vis-à-vis de l'interne, des employés, des salariés, sur lequel, quand il y avait des canaux de communication déjà simples et établis, ça a beaucoup facilité les choses. Et donc, ce que nous voyons et ce que nous retirons des entretiens, c'est que le long de ces lignes, en fait, les entreprises vont beaucoup travailler dans l'année et dans les années qui viennent. Et la question se posera de l'impact environnemental d'un certain nombre de ces leviers. Et on voit qu'en fait, beaucoup de ces leviers ont un impact environnemental assez favorable. Alors, il ne faut pas caricaturer avec le côté rapprochement des centres de production. Nous ne croyons pas au rapprochement et à la relocalisation intégrale de l'ensemble des chaînes. Mais aujourd'hui, on a 70% des entreprises européennes qui nous disent qu'elles vont avoir un changement durable d'une façon ou d'une autre de la structure de leur chaîne d'approvisionnement avec certains rapprochements, mais aussi de l'établissement de redondance, etc. Et on voit que tout ça va devoir être fait avec un regard porté sur les enjeux d'environnement, mais globalement, on y voit une dynamique plutôt favorable. Merci Manuel. Julie, on va passer. Julie, peut-être sur les aspects financiers. Oui, en 2 mots sur les aspects financiers, ce qu'on a vu, c'est 2 choses. D'abord, la première chose, c'est que ce qu'on a beaucoup entendu pendant les entretiens, et les chiffres le montrent ici, c'est que les fonds durables ont plutôt mieux performé, ce qui est un bon signe du point de vue des entreprises financières et qui va avoir aussi des impacts pour les autres entreprises. Donc, c'est le graphe que vous avez sur la gauche qui montre une surperformance relative des fonds durables versus leur équivalent traditionnel. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect que vous avez sur le graphe de droite, ça montre une plus grande attractivité puisqu'il y a des entrées nettes plus importantes dans les fonds durables que dans les fonds traditionnels. C'est donc la courbe verte versus la courbe jaune. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est que les financeurs se rendent bien compte qu'aujourd'hui, ces entreprises ont mieux résisté. Il y a une meilleure résistance des fonds qui les incorporent dedans, les entreprises responsables. Et il y a une plus grande attractivité du public pour aller dans ce type de fonds. Le deuxième aspect qu'on a entendu, c'est du côté des financeurs, pas sur l'aspect marché, qui nous ont aussi dit qu'il y avait une demande croissante de demande de financement pour des projets verts et eux avaient envie de s'engager là-dedans dans une logique de ce sera plus résilient même pour nos bilans de financer ce type d'entreprise. Donc ça, c'est la tendance qui est plutôt favorable au développement de l'économie verte et au financement de nouveaux projets plus responsables d'un point de vue environnemental. Ça a 2 implications. Les implications pour les institutions financières, ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus intégrer les enjeux extra-financiers dans leur grille d'analyse de risque, construire des règles communes pour pouvoir les analyser, standardiser la donnée et avoir de plus en plus de compétences pour analyser ces données extra-financières sur les entreprises. La deuxième chose, c'est du côté des entreprises, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une attente pour plus de reporting et pas uniquement sur des engagements, mais bien sûr des actions pour pouvoir répondre à ces attentes des institutions financières, rentrer dans les fonds verts et avoir accès à des financements sur des produits durables. Donc, on a une logique de transparence dans le reporting et d'intégration des critères environnementaux et sociaux aujourd'hui dans l'ensemble des décisions pour être cohérent avec ces attentes croissantes des institutions financières vis-à-vis des entreprises. En synthèse, voilà ce qu'on a vu sur la partie. Et donc, je te laisse repasser sur le volet sociétal et les attentes des consommateurs. Oui, ce qu'on a vu sur cet aspect-là, c'est vraiment que dans les derniers mois, les citoyens, et c'était encore plus vrai dans les pays qui ont été en confinement, ont pris un peu contraint et forcé un temps de réflexion et un temps de recul, beaucoup cherchant à donner du sens
à leur travail, à leur mode de consommation. Et ça a été aussi un moment de réalisation d'une meilleure perception des risques qui sont vraiment matérialisés. Donc, en parallèle des entretiens, on a également conduit un certain nombre d'études et un certain nombre d'enquêtes, et en particulier des enquêtes globales dans un certain nombre de pays sur la perception des citoyens par rapport au Covid et environnement. Et on voit aujourd'hui que 72% des Français, c'est à peu près dans la moyenne mondiale des pays que l'on a sondés, estiment que les questions climatiques seront au moins aussi importantes que les questions liées au Covid et à des problématiques de santé publique. Donc cette appréciation du fait que le risque est là, elle est très vraie. 51% qui pensent que c'est même plus grave que le Covid, la perspective de changement climatique. Pour la petite histoire, en Chine, c'est 87%. Aux États-Unis, en Australie, les plus bas, c'est 59%. Et donc, dans ce contexte-là, la société civile a réagi un petit peu de deux manières. Des attentes vis-à-vis des entreprises, en mode nos moyens d'influence sont limités, les entreprises ont un rôle important à jouer. On a posé la question spécifiquement en termes d'attentes vis-à-vis des entreprises, et aujourd'hui en France, 86% des Français qui pensent que les entreprises doivent accélérer dans l'intégration de l'environnement dans leurs offres de produits, de services et aussi dans leur manière de fonctionner. Et à côté de ça, ils regardent aussi un peu leur propre manière et se re-questionnent sur leur propre consommation. Et on voit clairement une accélération de ceux qui ont l'intention de faire évoluer leurs pratiques, leur comportement d'achat vers des comportements plus responsables. Et là, on parle de nourriture bio, on parle d'achats locaux, on parle de limiter la consommation de viande, etc. Donc, on a posé un certain nombre de questions et les réponses sont assez consistantes. Donc, on voit bien une tendance consommateur qui va vers une demande accrue vis-à-vis des entreprises et prête à aligner ces entreprises, prête à aligner son comportement. Texte. Merci. Et donc, ça nous amène à la frontière en fait, du volet sociétal et du volet stratégique, puisqu'on voit cette dynamique qui s'établit, donc avec une dynamique positive du côté de la demande, du côté des consommateurs, et elle n'est pas nouvelle. On avait une grande question qui était, est-ce que la crise va complètement casser cette dynamique, au moins au niveau des consommateurs? Donc, il s'avère que non, ce n'est pas le cas, au moins dans le déclaratif. Et dans le déclaratif, on sent quand même une nette accélération, même par rapport à la situation pré-Covid. Vous avez quelques chiffres ici. Donc, aujourd'hui, 68% des Français qui sont prêts à payer plus des produits respectueux de l'environnement. C'est toujours du déclaratif, mais c'est 20 points de plus qu'avant le Covid. Et ce, malgré une situation dans laquelle il y a une anticipation de pression à la baisse sur le pouvoir d'achat due à la crise économique. Et ça, c'est une grosse interrogation, en particulier à travers tous les entretiens qu'on a eus, c'est une grosse interrogation des entreprises. Comment cet équilibre va s'établir entre la demande des consommateurs et quand même une pression sur le pouvoir d'achat qui est liée à cette crise. Et généralement, cette pression sur le pouvoir d'achat, c'est un frein au comportement d'achat responsable, puisque les produits responsables sont fréquemment plus chers, pas toujours. Donc, du côté des entreprises, il y a à l'évidence un rôle dont les entreprises sont conscientes. Donc, on n'a pas beaucoup insisté dans l'étude sur le rôle des pouvoirs publics. Je tiens à le dire ici, l'attention des entreprises porte aussi beaucoup sur des attentes vis-à-vis des pouvoirs publics qui sont des attentes d'un certain nombre de cadrages et d'un certain nombre d'établissements d'accompagnement par des réglementations et par des mouvements incitatifs de cette transformation vers plus de soutenabilité. Mais en même temps, les entreprises sont aussi bien convaincues de leur rôle personnel. Finalement, elles ont un rôle à jouer dans le façonnage du goût des consommateurs, des habitudes de consommation. Historiquement, elles sont conscientes qu'elles l'ont beaucoup fait par le marketing, par la publicité,
Et donc, cette sensibilisation des consommateurs aux nouveaux enjeux de consommation, c'est un élément important, et c'est un élément important pour aussi atténuer les risques, et les risques qui est ceux finalement de se retrouver avec des portefeuilles de produits ou avec des positions qui dans quelques années pourraient se trouver dépositionnés et avec des actifs qui seraient des actifs qui se dévaloriseraient. Donc là, c'est quelque chose qu'on a senti de façon assez intéressante comme une envie auprès des entreprises que nous avons interrogées. Suivante. Et ça se concrétise de manière particulière dans la question des filières d'avenir. Donc, ce qu'on a vu, c'est autour de la question des filières d'avenir, donc une attente des entreprises qui est finalement de se dire les attentes des pouvoirs publics vont aussi se concrétiser dans un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques plus particulières sur lesquelles il va y avoir de gros besoins d'investissement, il va y avoir besoin de mettre le paquet. Donc il y a des attentes à cet égard, mais elles se disent aussi que c'est l'occasion d'être précurseur, de développer de nouvelles offres et de pouvoir avoir un impact positif qui réconcilie le E, le S et le G, dont on a vu que dans toute cette période, de plus en plus, ils faisaient système et ils étaient perçus comme tels par les entreprises. Donc pouvoir réconcilier à la fois de la création d'emplois en misant sur ces filières, et on peut citer la réhabilitation du bâtiment, on peut citer de nouveaux types de mobilité, véhicules électriques, on peut citer l'hydrogène, peut-être moins créateur d'emplois, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été citées, qui nécessitent un certain balisage, qui nécessitent un accompagnement de l'État, mais qui sont fondamentales pour faire émerger ces nouvelles filières. Donc pour conclure, et je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, donc on a vu dans cette étude que la notion d'urgence sortait de façon plus forte que jamais. Et on a senti également cette vraie dynamique sur le triptyque E, S et G. Et il y a des opportunités pour les entreprises, elles le voient, c'est évidemment différent par secteur, elles ne voient pas les mêmes. Et il y a des rôles de pionniers à construire. Et vraiment, c'est un bon moment pour développer ces rôles, et un certain nombre d'entre elles nous ont dit qu'elles voient l'envie et le besoin de façonner la production et la consommation de demain plutôt que de la subir pour anticiper ce risque. Donc, quelque part, les choix qui sont à faire maintenant seront des choix qui seront déterminants, qui engageront leur responsabilité sociétale, mais qui sont aussi l'occasion de construire des avantages compétitifs pour ceux qui seront les pionniers et puis derrière pour toutes les entreprises qui les suivront. Donc, on est à un moment particulier dans lequel s'établit ce momentum. À la différence de la crise de 2008, je pense que c'est vraiment le moment, et on a tous une responsabilité collective par rapport à ça, de tout faire pour soutenir ce mouvement, nous, en tant que professionnels, mais aussi en tant que citoyens, et pour continuer à faire tourner la roue et à s'assurer que la pièce tombe bien du bon côté. Merci beaucoup Emmanuel et Julie. Ça a été effectivement l'occasion de découvrir et de réfléchir à ce qu'était la résilience avec deux interprétations. La première, c'est on prend un choc et on revient à l'état initial. La deuxième façon, et on doit cette analyse à Deloitte, en plus du BCG. La deuxième, c'est on prend un choc et on en ressort adapté à un nouveau monde, à un nouveau contexte. Et franchement, c'est ce que vous montrez là est vraiment incite à vraiment prendre cette seconde acception du terme résilience. Et les membres de PE sont beaucoup dans cet esprit. Et on est extrêmement heureux d'avoir, pour témoigner de leur réalité, deux témoins qui vont intervenir maintenant. Un industriel, Jean-François Claver, qui est Chief Industrial Officer du groupe Imerys, et puis Sébastien Soleil, qui est responsable transition énergétique et environnement de BNP Paribas. Donc, deux points de vue très complémentaires sur la façon dont ils ont vécu non seulement l'étude, mais surtout la situation en parallèle de l'étude qui a été, voilà. Donc, ils ont évidemment fait partie des intervenants. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Jean-François Claver. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien, bon, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, tout ce que vous avez dit s'applique parfaitement à Imerys. Donc, pour rappel, Imerys, c'est le leader mondial des minéraux industriels.
des minéraux non métalliques qui vous trouvez dans votre vie quotidienne sans le savoir, parce qu'on vend des minéraux dans les plastiques, dans les batteries, dans les matériaux de construction, etc. Donc, il y en a un petit peu partout. Et bien entendu, comme on est une activité à la fois minière et de transformation, on fait partie des gens qui peuvent avoir une contribution positive ou négative si on ne fait rien, mais positive si on fait quelque chose, aux risques mondiaux qu'on a vus dans un graphique au début, puisqu'on a quand même deux sujets qui sont majeurs dans notre politique sustainability, c'est le changement climatique et la biodiversité. Bon, changement climatique, pour nous, c'est réduire nos émissions CO2, voire l'empreinte carbone de nos produits, mais surtout les émissions CO2. Et la biodiversité, vous comprenez, quand vous avez une activité minière, vous perturbez la faune et la flore et vous devez, à l'issue de votre activité, restaurer ce que vous avez perturbé. Donc, on a des politiques très fortes là-dessus, qui ne vont pas être ralenties par le Covid. Alors, évidemment, on est dans une réalité économique, mais c'est une entreprise en bonne santé, donc elle devrait se remettre assez rapidement de l'épisode. Et nous continuerons, bien entendu, à travailler sur ces deux axes. On a des objectifs très précis et publics, d'ailleurs, que tout le monde peut consulter. On a parlé de long terme, c'est pas si long terme que ça. Hein. On a des objectifs assez difficiles sur les émissions de CO2 à 2030. Hein. Donc 2030, c'est plutôt moyen terme hein, quand vous êtes dans une industrie comme la nôtre. Donc ça veut dire que l'entreprise est déjà très alignée sur ces sujets et il travaille fortement. Sur les choses plus court terme, je peux vous donner des exemples hein, que l'on a vus dans les slides. On a parlé de chaîne de valeur, par exemple. Hein. Imerys, ce n'est pas une entreprise qui est très exposée à des fournisseurs lointains. Par contre, nous avons des clients, en fait, nous avons des concurrents lointains. Et cette crise pourrait amener finalement des ventes, un business supplémentaire à Imerys, parce que nos clients vont peut-être réfléchir entre un approvisionnement européen, par exemple, depuis nos usines et un approvisionnement lointain depuis la Chine ou autre qu'ils ont pratiqué également. Hein. Donc, peut-être qu'ils vont rééquilibrer les choses un peu différemment après cette crise. Donc, ça pourrait être un aspect bénéficiaire. On a parlé de télétravail, évidemment. Donc là, on a déjà travaillé sur un peu les learnings de l'overdose de télétravail que l'on a fait. Et moi-même, je peux témoigner, je ne suis pas un fan inconditionnel du télétravail, mais ayant été confiné 2 mois et demi, finalement, j'ai découvert qu'il y a certaines vertus. Donc, on va travailler là-dessus et c'est sûr que demain, on ne travaillera pas comme on travaillait hier. Un autre exemple un peu amusant, on démarre actuellement une usine en Inde. Enfin, on essaye de démarrer une usine en Inde. Vous connaissez un petit peu la situation de l'Inde. D'habitude, hein, quand on démarre une usine, on met des experts dans un avion et on les envoie sur place. C'est totalement impossible d'envoyer des Européens ou Américains pour démarrer notre usine. Donc, on va démarrer l'usine avec des technologies modernes à distance, ce que l'on n'a jamais fait. On est extrêmement nerveux à faire et qu'on n'aurait jamais fait sans être obligé de le faire, je pense. Enfin, on le fera un jour, mais on ne l'aurait pas fait si vite. Et finalement, là, on va s'essayer à ce mode de démarrage. Donc, c'est une expérience et une accélération finalement amenée par la situation actuelle. Vous avez beaucoup parlé d'exemples extra-financiers. Hein. Imerys, c'est une société qui a une croissance assez forte et généralement une croissance par acquisition. Donc, elle consolide son marché et achète des entreprises plus petites dans ces domaines. Et aujourd'hui, on a dans les critères d'achat de ces entreprises beaucoup d'indicateurs touchant les paramètres dont on a parlé ici et qui deviennent très pénalisants s'ils sont mauvais pour une entreprise par rapport à notre appétit de faire ces acquisitions. On est complètement sorti du tout financier et on est aujourd'hui dans des choses beaucoup plus équilibrées. Et une entreprise, par exemple, qui aurait des émissions CO2 très défavorables, on va vraiment réfléchir beaucoup avant de l'acquérir. Voilà un peu ce que je pouvais commenter avec quelques exemples sur les éléments qu'on a vus dans votre présentation, qui est vraiment
très, très représentatif pour Imerys de ce que l'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-François. Je vais passer la parole à Sébastien. Bonjour à tous, merci à Claire. Merci beaucoup à Emmanuel et à Julie pour la présentation de l'étude, qui nous a semblé très intéressante et qui, en effet, on s'est beaucoup reconnu dans cette étude. Comme c'était dit dans la présentation, on a vraiment senti que la crise touche l'ensemble de nos composantes. Chez nous, on a aussi constaté que l'ensemble la gestion de la crise, de l'avant-crise, de pendant-crise surtout et de l'après-crise, a été gérée en relation avec tous les aspects ESG de l'entreprise et ça au plus haut niveau d'entreprise. Donc, on s'est vraiment reconnu dans les principales conclusions de cette étude. Si je veux donner maintenant un peu un témoignage un peu plus précis, la première chose, c'est que notre cap en termes de durabilité, en termes d'ESG, était clairement fixé dès avant la crise. Quelques temps avant la crise, on avait notamment repris un certain nombre de textes pour se donner une raison d'être qui était d'être au service de nos clients et du monde dans lequel nous vivons. C'était intéressant parce que ça a été formalisé quelques temps avant la crise et on l'a vécu assez différemment, j'y reviendrai, pendant la crise. Donc le cap était clair avec la raison d'être, le cap était clair aussi avec le fait qu'on approfondissait notre ambition, notre objectif, notre engagement d'aligner nos portefeuilles de crédit avec les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Et donc ça, c'est quelque chose à quoi on s'est engagé depuis 2015, mais qu'on approfondit d'année en année. Et pendant la crise, on a continué dans cette lignée. Et donc, on a notamment durci nos politiques de sortie du charbon avec des annonces en mai, des annonces en juillet. On a également sorti notre rapport TCFD sur les risques et les opportunités liées au changement climatique. Donc, tout ça, c'était des dynamiques de fond qui existaient avant la crise et qui ont perduré pendant la crise. Pendant la crise, il y a aussi eu l'engagement de notre CEO, Jean-Laurent Bonnafé, qui a signé et initié une tribune signée par plus de 90 autres CIO sur l'importance de mettre la relance verte, l'engagement environnemental au cœur de la relance. Donc voilà, un cap qui était fixé, qui était clair avant le début de la crise et qui a été maintenu pendant la crise. Néanmoins, la crise a changé pas mal de choses parce que la crise nous a fait beaucoup réfléchir à pas mal d'aspects et nous a fait forcément changer nos priorités de court terme. Donc, comme je le disais, notre raison d'être, c'est d'être au service de nos clients et du monde dans lequel nous vivons. Ça voulait dire quoi pendant la crise ? Ça voulait dire être clairement là au service de nos clients pour les aider à passer ce cap qui a été difficile pour beaucoup d'entre eux. Donc, on a eu un dialogue très étroit avec nos clients professionnels et TPE pour accélérer le traitement des situations les plus sensibles, réfléchir à des situations adaptées, des solutions adaptées de trésorerie, de report de crédit, etc. Donc, il y a eu ce premier focus très fort pendant la crise. Nos équipes sur le terrain ont été vraiment mobilisées à plein temps pour soutenir nos clients et les aider à passer la crise. La deuxième priorité de court terme qui a un peu évolué pendant la crise, c'est le soutien forcément au secteur de la santé. Donc, on a lancé un grand plan d'aide de 55 millions d'euros avec 3 grandes priorités, les hôpitaux et la recherche, les populations les plus fragiles et les jeunes défavorisés. Donc, c'était déjà en réflexion, on avait déjà des actions dans ces domaines, mais la crise les a rendues d'autant plus nécessaires et d'autant plus urgentes. Et enfin, la crise nous a beaucoup fait réfléchir à la notion justement de crise et de crise systémique. Comment on pouvait travailler à notre résilience sur les crises, comment on pouvait appréhender cette crise qui était complètement exogène, qui venait complètement de l'extérieur de notre activité, mais qui a impacté tous les pays, donc tous les pays dans lesquels on est implanté, tous nos clients et toutes nos activités. Et donc, clairement, on a mené une réflexion, on continue à la mener, et ça va se sentir, ça se sent dès maintenant sur la façon dont on compte appréhender les crises futures, parce que les crises futures, il y en aura de tous ordres. On est convaincu qu'il y aura des crises futures significatives et très structurantes qui seront liées au changement climatique et à la biodiversité. Et donc, on est vraiment là
dans le post-crise, à voir comment intégrer toutes ces problématiques dans le post-crise, en accélérant notre alignement sur les objectifs de l'accord de Paris, en accélérant tout ce qu'on fait pour préserver la biodiversité. Donc, on va sortir une position sur le sujet. Et de façon beaucoup plus spécifique, par exemple, on est convaincu qu'en France, un des moyens de sortir par le haut de la crise, c'est de relancer la rénovation énergétique dans les bâtiments, parce que c'est un impact environnemental, un impact sur l'emploi. Et donc, on avait des actions qui avaient été pensées avant la crise, mais qu'on va relancer d'autant plus pour la crise. Donc voilà, la crise et notre raison d'être, on l'avait pensé avant, on y a réfléchi pendant la crise, et donc ça nous permet de la relancer, de relancer nos actions dans le domaine avec encore plus d'enthousiasme pour sortir de cette crise et préparer les crises futures. Merci beaucoup Sébastien. Merci à tous les deux de ces témoignages. Alors il nous reste un quart d'heure pour les questions et on en a déjà plusieurs dans les questions-réponses par écrit. On va peut-être commencer par celle-ci et puis mais préparez vos questions et vous n'êtes pas obligé de les écrire. On laissera la parole aussi aux questions verbales, je pense. David, tu nous diras si c'est possible effectivement. Donc la première question, c'est Stéphane Labranche qui pose la question d'une gouvernance renforcée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je pense que tout le monde comprend qu'en effet, le système actuel ne réussissant pas à maîtriser les questions de climat et d'environnement plus généralement, il faut en effet une gouvernance renforcée de deux façons. D'une part, avec sans doute plus de réglementation, et on n'est pas les seuls à le dire. Il y a 150 citoyens qui ont réfléchi 9 mois et qui ont proposé 146 mesures de régulation renforcée de l'ensemble du système économique et de la vie des consommateurs. Donc oui, en effet, il faut inscrire ça de façon un peu plus ferme dans la réglementation. Il y a une deuxième façon de renforcer la gouvernance qui est d'influencer les modèles économiques par des signaux prix. Donc, ça peut être… et effectivement, la question est-ce que c'est plus ou moins de démocratie participative? Oui, c'est-à-dire qu'on sait très bien, et on l'a vu en 2019, qu'une gouvernance renforcée ne marche que si elle est acceptée par le corps social. Et donc, si elle prend en compte des exigences de solidarité, des exigences de faisabilité pour les plus vulnérables. Donc, c'est aussi le renforcement de la gouvernance vient aussi pour assurer cette justice sociale. Donc, voilà, il y a plusieurs éléments. Il y a de la réglementation, il y a des signaux prix, taxes carbone ou autres, et il y a de la solidarité. Tout ça, c'est effectivement un cadre réglementaire et public, de politique publique, renforcé avec l'acquiescement, l'assentiment des citoyens et du monde économique. Donc, il y a vraiment les trois catégories d'acteurs qui participent de cette gouvernance. Je ne sais pas si l'un des intervenants veut préciser le sujet, mais sinon, qui dit incertitude perçue plus forte et risque… On va passer à la deuxième question d'Antoine Rapin. Donc, qui dit incertitude perçue plus forte et risque macro implique renchérissement du coût du financement des investissements. Est-ce que cet enjeu est pris en compte dans la stratégie de relance et ici sur le financement? J'ai peut-être demandé à Sébastien s'il veut donner quelques éléments de réponse, et effectivement, y compris sur les leviers publics pour couvrir les risques et faire baisser les coûts globaux. Sébastien, tu veux… Oui, alors, oui, qui dit incertitude et risque dit investissement plus coûteux, mais ça, c'est de façon très, très macro, et tous les investissements ne vont pas se renchérir de la même façon. Et donc, quand on parle d'alignement de notre portefeuille de crédit sur l'accord de Paris, c'est bien ça qu'on pense. Il y a des investissements qui, à long terme, ont plus de sens que d'autres. Et donc, on pense qu'il est à la fois bon sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan financier, d'orienter nos investissements vers des investissements plus bas carbone. On voit bien que, par exemple, le coût des renouvelables s'effondre, et en 10 ans, le coût du solaire a été divisé par 10, etc. Donc, les investissements dans le solaire sont de moins en moins coûteux. Et qu'à l'opposé, on voit bien, il y a un certain nombre d'entreprises pétrolières, les plus grandes, sont en train de passer des dépréciations d'actifs parce qu'elles reconnaissent que certains de leurs actifs, pas tous, mais certains de leurs actifs, certaines de leurs ressources de pétrole et de gaz n'ont plus la valeur qu'ils avaient avant
à cause de la crise, à cause de la baisse du prix du baril et à cause des objectifs climatiques. Donc, oui, l'objectif, c'est vraiment, et on y réfléchit beaucoup avec nos clients, hein, on ne fait pas tout seul, c'est comment bien penser les investissements pour les orienter vers les actifs les plus bas carbone et ceux qui ont le plus de futur à moyen et long terme. Merci beaucoup. Pour aller dans ce sens, je crois que c'est ce que disait tout à l'heure Jean-François Clavert, c'est-à-dire sur un investissement dans un site qui serait pas très satisfaisant d'un point de vue environnemental, pas du tout satisfaisant d'un point de vue carbone, on commence à y réfléchir à 2 fois avant d'y aller et avant d'acquérir. Donc, sur ce type d'activité, le coût de financement, il monte plutôt qu'il baisse. Et on le fait de manière quantitative, hein, c'est-à-dire que à la fois pour des investissements internes, des acquisitions, on a défini en interne un prix du carbone qui peut venir avantager ou désavantager tel type d'investissement et par conséquent guider ce que l'on va faire. Et c'est assez efficace parce que ça déplace. Après, il y a des choix de combien vaut la tonne de CO2, mais en benchmarkant d'autres entreprises, on a une assez bonne idée, mais ce ne sont pas des sommes négligeables lorsque vous calculez la rentabilité d'un investissement par rapport aux autres critères. Donc, ça peut faire basculer l'investissement d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas juste un nice to have en plus pour parler un petit peu de cet aspect. Ça va réellement influencer les décisions. Merci beaucoup. On va prendre la question. Il y a une troisième option sur la résilience. Forcée par le climat et les politiques, et oui, il faut faire de la prospective climatique. À vrai dire, c'est un petit peu ce que je voulais mentionner par il faut retomber dans un état adapté non seulement à la suite, mais à la suite anticipée, y compris à long terme. Il me semble qu'il y avait… Voilà. On va peut-être passer… Alors… Voilà, et effectivement, ça s'applique aux politiques publiques, notamment l'objectif de neutralité carbone de l'UE et de la France. Oui, tout à fait. Je pense que les membres de PE interrogés ont effectivement, pour beaucoup, compris ça et pour beaucoup déjà intégré ça dans leur stratégie et annoncé le maintien de cette perspective à travers la crise du Covid. Je crois que sur ce sujet-là, il est important de ne pas être… comment dire, j'allais dire 100% déterministe au sens où on attend l'encadrement des pouvoirs publics et ensuite on agit sur la base de ça. Il y a un certain nombre de choses qui sont faisables avant et on voit aujourd'hui quand même pas mal d'entreprises qui avaient annoncé des objectifs de neutralité carbone avant la crise et on en a vu on a vu d'autres entreprises qui y venaient. On n'en a pas vu qui les abandonnaient en disant c'est la crise, on ne pourra plus le faire. Et quand ce type d'engagement est pris, on voit quand même que derrière, ça crante un certain nombre d'objectifs et de leviers qui doivent être mis en place dans l'entreprise. Et pour nous le voir de façon tout à fait concrète quand on en parle à nos clients, la prochaine étape de la discussion, c'est une étape qui se fait avec la direction générale, où la direction de développement durable est à l'évidence impliquée, mais avec la direction générale autour de maintenant comment on fait et concrètement comment on fait, c'est quoi les leviers dans les 5 prochaines années et comment on y va. Et ça, je dirais que c'est des chemins qui fonctionnent de façon parallèle. Évidemment, quand on est vraiment dans le dur, on ne pourra pas le faire sans un certain nombre d'environnements publics, taxes carbone, frontières de l'UE, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà faisables. Et je pense que ce momentum, il est très important parce qu'on se donne quelque part, c'est pas la bonne expression, mais on se donne mutuellement du courage en avançant tous. Absolument. Et pas en s'attendant les uns les autres. Merci beaucoup. On va retrouver ce genre de thème sur la question poil à gratter. Comment vous situez-vous face à une réponse probablement très insuffisante, fondée uniquement sur le miracle technologique? Je ne sais pas ce qu'on voulait, Emmanuel commentera, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on voulait montrer en fin de présentation, au contraire. Oui, du changement sociétal et notamment des consommations mondiales en valeur absolue et des impacts sur les stratégies et business plans avec des risques. Je sens le mot décroissance qui n'est pas dans la question, mais qui est un petit peu sous-jacent. Alors, il y a une réponse EPE qui est l'étude ZEN 2050
qui dit que oui, c'est possible de faire la neutralité carbone de la France, mais c'est tout à fait une maquette de ce qu'on peut faire au niveau au moins européen, voire mondial. C'est possible de faire cette neutralité de façon compatible avec la croissance. Et ça n'est pas du tout avec simplement un miracle technologique, c'est avec au contraire des changements de mode de vie et de consommation, des changements de régulation sociale et une contribution des entreprises à une création de valeur différente. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va continuer à croître. Il y a des secteurs, très clairement, qui vont se réduire, et au premier chef, celui des énergies fossiles, même si on sait absorber une partie du CO2 qu'elles génèrent, donc on ne dit pas qu'il faut les éliminer complètement, mais elles vont se réduire très fortement. En revanche, donc il y a comme dans la vie économique en général, il y en a qui montent et il y en a qui baissent. Et ça n'est pas qu'un miracle technologique, c'est un miracle de changement de valeur au sens à la fois sociétal et économique du terme. La vraie richesse, ça ne va pas forcément être une accumulation de biens matériels, de préférence avec des gros moteurs, qui soient aériens, routiers ou maritimes. C'est peut-être le nombre de gens dont on va utiliser les talents, les services. Donc on peut penser à le luxe en est avec assez peu de matière, arrive à créer beaucoup de valeur, la culture également. Donc c'est vous avez sans doute vu sur Instagram que le Covid a fait monter dans l'inconscient collectif la joie de réunions amicales, qui ne sont pas forcément des réunions amicales impliquant énormément d'émissions, mais en revanche, c'est donc des modes de consommation différents, utilisant des ressources différentes, mais la décarbonation et cette transformation très profonde de la société nous paraît cohérente avec la croissance économique. Et c'est un des grands résultats de l'étude ZEN. Donc, et on n'a pas vu de contradiction à cette conviction sortir de cette phase de Covid. Je ne sais pas si Emmanuel veut commenter sur la fin de la présentation, recommandation. Non, j'aime beaucoup l'étude ZEN et je trouve que ta réponse adresse parfaitement la question. Alors, est-ce qu'il y a oui, il y a encore d'autres questions. Quels sont les freins à la relocalisation ou à un rapprochement plus important des sites? Peut-être Jean-François Clabert va répondre à cette question très pratique. Oui, enfin, les freins, ils sont économiques. Hein. En théorie, tout le monde parle relocalisation, la supply chain va changer, les choses seront faites moins loin, etc. Oui, ok, mais ça, c'est franchement pas des choses qui vont arriver court terme. Hein. Il y a pas mal d'articles dans la presse aussi sur ces sujets. Bon, c'est sympathique de dire ça et ça a sans doute du bon sens, mais après, en pratique, on fait comment, hein? Si toute la production du paracétamol est en Chine, c'est pas juste en disant que dans un mois, la production de paracétamol est revenue pour 50% en Europe. Donc, oui, ça donnera sans doute une tendance. Ça va peut-être installer des garde-fous. Je donne un autre exemple qui était dans l'autre sens. C'est de dire peut-être que les entreprises, quand elles ont deux fournisseurs, un relativement local ou continental et un loin, peut-être que la part entre les deux va se rééquilibrer un peu différemment. Mais le changement de tout au tout est en pratique pas si possible que ça. Hein. C'est ce genre de transition, reconstruire des usines, etc. C'est pas quelque chose en pleine crise économique potentielle. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Mais bon, dans la durée, au moins que les gens se posent la question sur leur approvisionnement, faire des approvisionnements équilibrés. Donc il y aura sans doute une certaine forme de rééquilibrage, mais pas de relocalisation massive. Peu probable. Merci bien. Emmanuel, je crois qu'on ne peut pas dire beaucoup mieux. La question de Frédéric Ménard sur la transition environnementale qui était déjà en cours et quelle incarnation et organisation la fonction RSE doit-elle être renforcée? D'abord, il me semble qu'on constate qu'elle l'est, c'est-à-dire que bien sûr, elle a toujours été rattachée à un membre des COMEX. Mais maintenant, le membre du COMEX le met dans son titre, ce qui est un symbole fort dans le sacré des entreprises. Est-ce qu'elle passe après les directions des opérations et financières?
il y a forcément des conflits et de temps en temps, en effet, il y a des arbitrages qui vont devoir remonter aux dirigeants, c'est d'ailleurs leur rôle. Et on peut espérer que, comme dans les ministères, le poids de l'environnement qu'on sent monter va être représenté dans ces arbitrages. Du côté EPE, on a une approche un petit peu différente, qui est une approche et qui l'a été depuis longtemps, on essaye plutôt que on essaie vraiment que les opérationnels ou d'autres services intègrent l'environnement dans leur façon de faire. C'est-à-dire que le sujet de l'environnement, l'enjeu de transformation soit approprié par l'ensemble du corps social de l'entreprise. Et donc, ça va dans les DRH parce qu'il y a des questions de formation et de conversion professionnelle, dans l'IT parce qu'il y a besoin que l'IT se mette au service de cette transition également. Il y a besoin, bien évidemment, des opérations, les services de communication et de publicité. Ça fait partie des recommandations de Zen et on a un travail en cours sur le sujet. Donc, c'est plutôt que ces nouvelles façons de travailler et de voir soient intégrées par l'ensemble des opérationnels aussi. Donc, la fonction RSE ayant plutôt un rôle d'animation et de pousser là-dedans, plutôt que de tout porter contre les autres. Question de création de valeur. Certes, le luxe, parlons de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations pour maintenir la cohésion sociale et la concorde. Oui, évidemment. Et c'est tout à fait, je veux dire, s'il en était besoin, la crise des Gilets jaunes a été un révélateur très fort de ça, bien sûr. Donc, on peut dire que dans l'étude Zen 2050, le rôle des entreprises est en effet de faire en sorte qu'il y ait des solutions intéressantes, accessibles au plus grand nombre, mais qui aillent dans ce sens-là. Le rôle des pouvoirs publics complémentaires au niveau local, national, voire européen, est de faire en sorte de mettre en place des régulations qui vont permettre de maintenir cette cohésion sociale. Le cas de la rénovation du bâtiment qu'évoquait Sébastien est extrêmement exemplaire et on voit qu'il est très approprié par les citoyens puisque ça fait partie de leurs recommandations. C'est rendons obligatoire la rénovation des logements, mais rendons-la obligatoire tout en l'aidant de façon à ce qu'en effet, ça ne soit pas un truc de riche, mais les populations vulnérables, qui d'ailleurs ont généralement le plus besoin de cette rénovation énergétique, y aient accès en même temps que les autres, pas après, en même temps, et soient sortis de leur vulnérabilité au climat également, en même temps que les autres. Donc, ce n'est pas quelque chose que les entreprises peuvent faire seules, cette satisfaction, cette cohésion sociale, mais c'est le rôle des pouvoirs publics et des entreprises de trouver ensemble les façons de le faire. Neutralité carbone se fera-t-elle par méthode de compensation ou de réduction? Est-ce que, je ne sais pas si beaucoup de réduction. Moi, je ne pourrais pas faire un petit monologue. Beaucoup de réduction, à la fois de réduction de volume et de réduction d'intensité. Notamment l'électrification d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de process qui viendront de process et d'utilisation aujourd'hui des combustibles fossiles, donc qui viendront graduellement se substituer. Et à la fin, un peu de compensation pour arriver au net zéro. On a fait l'année dernière une étude, il y a 2 ans, une étude sur la trajectoire neutralité carbone d'un pays qui est un pays fortement émetteur, qui est l'Allemagne. Et à l'intérieur de ça, on voyait il y avait beaucoup de leviers qui étaient des leviers activables de transformation du système de génération électrique, de transformation de mode de fonctionnement de l'industrie et de transformation des modalités de déplacement, que ce soit mobilité légère, mobilité poids lourd, mobilité locale, chauffage des bâtiments. Enfin, c'était vraiment, il y avait énormément de leviers qui étaient concernés. Et on voit qu'à la fin, il reste nécessaire de faire une petite partie qui est une partie de compensation, absorption, CCS, CCU, CCF, etc. Mais il y a la dominante est très largement la réduction.
Alors, Et c'est possible, c'était que des technologies existantes ou quasiment au point de début. sur ce sujet, il faut aussi être conscient du fait qu'au bout d'un moment, la compensation, c'est des hectares. Et que le nombre d'hectares disponibles pour être reforestés sur Terre est extraordinairement limité par rapport au volume des émissions. Donc, on tombe très vite sur des problèmes de conflit d'usage des sols et d'utilisation de la biomasse. Est-ce qu'il faut compenser? Est-ce qu'il faut exploiter? Est-ce qu'il faut… il y a des problèmes de biodiversité également. Donc, on tombe sur des questions de disponibilité de biomasse sur laquelle c'est un sujet sur lequel les entreprises de PE travaillent. Et on vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année pour un événement sur ce sujet. Donc, suivez notre actualité, je ne vous en dis pas plus, mais ça sera avant la fin de l'année. Voilà. Quelle nouvelle définition peut-on donner à la RSE? C'est la question de Joker. Chacun a sa réponse. Peut-être certains veulent s'exprimer. Sébastien, est-ce qu'il faut donner une nouvelle définition à la RSE? Je ne pense pas, mais je reviens sur la question qu'on avait vue il y a 5 minutes, auquel vous avez répondu sur voilà, la phase. Imerys, ce n'est pas une entreprise particulièrement moderne, je peux vous dire. La phase où sustainability, c'est un peu de com pour mettre sur son site, c'est fini, ça, c'est terminé. Les entreprises comme Imerys, c'est au cœur de la stratégie. Donc cette phase-là, l'ordre protocolaire et autres, il est déjà acquis. L'environnement sociétal et la réalité des problèmes est telle qu'une entreprise, notamment comme la nôtre, ne peut pas se contenter de faire un peu de com sur le sujet et de ne rien faire. Et de mettre ça au 3e rang dans l'entreprise. Je pense qu'il faut arrêter, je pense, avec ça. Les entreprises, maintenant, elles sont dans le système, si je puis dire, et sont très sérieuses là-dessus. Elles ont plus ou moins vite, ont plus ou moins d'impact, ça c'est quelque chose, mais c'est plus, si ça l'a été, voilà, un machin, c'est vraiment au cœur de l'entreprise. C'est pas un supplément d'âme. Non. C'est une raison d'être. Oui, c'est clairement. Et de manière irréversible, je pense. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'est plus vraiment à la question de la définition de la RSE. C'est d'être intégré dans l'entreprise. Pour reprendre notre raison d'être, c'est nous sommes au service de nos clients et du monde dans lequel nous vivons. Et donc ça doit irriguer l'ensemble des activités. Et donc, on doit, dans l'ensemble de nos activités, on doit concilier un impact positif d'un point de vue économique et social et environnemental. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un petit peu, contrairement à ce qui était sous-entendu dans la question, tu as une fonction qui est une fonction qui a un titre extrêmement opérationnel et tu es dans la direction RSE. Tout à fait. Pourquoi conserver le dogme du PIB et de la croissance? Pour les entreprises, l'objectif n'est-il pas plus d'être rentable pour être pérenne? L'objectif est d'être pérenne et d'être prospère. Donc oui, la rentabilité est une condition. Sans ça, ça ne marche pas durable pour le coup. Et j'ai envie de hasarder une réponse très concrète, c'est que pour une entreprise, effectivement, la vie est dans le mouvement, enfin comme pour tout organisme vivant, tout écosystème, la vie est dans le mouvement et pour pouvoir bouger, il faut être rentable et avoir quelques ressources. Très concrètement aussi, au niveau de l'État, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de ressources pour le budget public et on ne peut plus se payer un modèle social, une solidarité. Donc la croissance économique, on fonctionne sur une croissance économique et l'ensemble de la régulation sociale est mise en péril si on ne l'a pas durablement. Bien sûr, on voit la crise cette année, bien sûr, qui est exceptionnelle, mais l'écosystème national ou européen ou économique mondial aurait beaucoup de mal à maintenir ce qu'elle a et surtout améliorer les dispositifs de solidarité s'il n'y avait pas un minimum de croissance. Mais il n'y a pas, voilà. Donc je pense que c'est assez biologique comme réponse. Mais vous avez peut-être d'autres réponses les uns ou les autres
on monte un peu dans l'abstraction. Mais... Voilà, je ne sais pas si à vrai dire, on a dépassé notre temps, donc à moins que quelqu'un ait une dernière conclusion, j'ai envie de vous remercier tous, spectateurs et conférenciers, pour votre participation à ce webinaire, très intéressant et qui a donné de nouvelles idées, nouvelles questions, donc merci à tous. Et puis, donc la publication est maintenant disponible en français et aussi en anglais pour circuler à l'intérieur des entreprises. Et on espère en effet qu'elle dessine un nouveau chemin stratégique pour faire de la crise du Covid une opportunité aussi pour la transition écologique. Donc, merci à tous. Emmanuel, un mot de conclusion ? Merci Claire, merci à tous, panélistes comme participants, de votre attention et de votre écoute. Et je pense que vu les questions qui sont encore ouvertes au moment où on parle, ça serait intéressant de refaire un point dans 6 mois, c'est au début de l'année prochaine, en se demandant finalement comment tout cela a avancé et est-ce que la roue continue à tourner dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt.